Bonjour à tous. Donc ravi de parler de cette partie de l'enquête. Peut-être je vais revenir avant sur pourquoi nous avons fait cette enquête. Cette enquête a été faite par l'OSIM pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que nous voulons être centrés citoyens si nous ne donnons pas nous-mêmes l'exemple. Donc on se dit, si on veut écrire un livre blanc, commençons par écouter ce que disent nos membres, ce que disent nos amis par rapport à cet élément. Et le deuxième, j'ai souvent des discussions sur la digitalisation de l'entreprise, et il y a beaucoup de questions qui ressortent du type « Oui, mais est-ce que les entreprises sont vraiment prêtes à y aller? Que veulent-elles vraiment ?» Cette enquête, humblement, a vocation à apporter des éléments chiffrés, concrets, par un panel d'entreprises qu'on pense représentatifs qui viennent donner des faits, des chiffres sur que veulent-elles, est-ce qu'elles utilisent aujourd'hui les services publics, quelles sont les recommandations qu'elles font, quels sont leurs besoins. Donc nous allons apporter des chiffres par rapport à ces questions que l'on pense sont importantes. Donc, et ce que je vais... j'ai quand même envie de vous donner envie de lire le livre blanc, donc je ne vais pas dévoiler tous les éléments, mais juste un petit extrait de ce que dit cette enquête. Alors, premier élément, si je peux me permettre, très important, qui est celui sur l'usage. Donc, cette enquête porte sur une centaine d'entreprises de tout type, PME, grandes entreprises, institutions publiques, marocaines comme étrangères. C'est 100, ce n'est pas 10 000, mais par leur typologie, on pense que ça peut donner une première vision de ce qui se passe. Donc, premier élément qu'on pense important, 80%, 90% d'entre elles disent qu'elles utilisent les services publics. Donc, à la question, est-ce que l'État devrait vraiment investir? La réponse est oui, parce qu'il y a un usage, il y a un intérêt, et 51% d'entre elles, voire même, disent très fréquemment. Ça veut dire à fréquence quasiment hebdomadaire, donc il y a aujourd'hui un vrai appel d'air, un vrai besoin de cet usage. Et quand on leur pose les questions, mais que faites-vous avec ces services? Leurs réponses sont, ça vaut ce que ça vaut, on paye des taxes, on le fait parce que c'est obligatoire aujourd'hui, c'est un vrai usage. 2, on l'utilise souvent pour des services liés aux ressources humaines, souvent la CNSS et aux autres, CMR et aux autres, donc il y a un vrai usage à ce niveau-là. Et 3, par rapport à tout ce qui est service public, ou en tout cas à l'accès à certains services publics liés aux appels d'offres. Deuxième point que l'on pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec cet usage, vous vous sentez satisfait de ce que vous est proposé? Là aussi, la réponse est nettement sans équivoque, puisque 82% d'entre elles estiment non. Nous voudrions plus, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Ministre, nous voudrions mieux. Et quand on leur demande pourquoi vous n'êtes pas satisfait, les réponses sont souvent liées au fait que, les services qu'ils demandent ne sont des fois pas proposés en ligne, donc on veut plus de services digitalisés, mais aussi mieux. Souvent, nous disent, nous commençons le process, nous ne finissons pas, les informations demandées ne sont pas précises, des fois le service est en panne. Donc cette question de mieux faire est aussi quelque chose qui ressort de manière très chiffrée et forte. Encore une fois, la vocation de cette enquête est vraiment d'apporter des chiffres qui éclaire sur l'importance de cet usage. Un troisième type de question, qui est de dire très bien, mais est-ce que si on améliore, vous seriez prêt à utiliser plus? Et là encore, la réponse est tranchée. 85% d'entre elles disent oui, nous voulons plus. Si vous améliorez, nous allons utiliser. Donc, et souvent, quand une entreprise, une institution publique fait un investissement, la question que se dire, c'est est-ce qu'il y a un bon retour? Est-ce qu'il y a un vrai impact? Là, la réponse semble être oui. Si vous le faites, on utilisera. Et si je peux me permettre aussi humblement, cette enquête donne un mini-éclairage sur leurs besoins. Parce que quand nous leur posons la question, mais alors, quel service voudriez-vous voir plus? Et si je peux me permettre aussi, Madame la Ministre, c'est assez intéressant parce qu'il me semble que leurs priorités semblent être assez alignées avec les initiatives qui sont actuellement en cours. Que disent-ils? Ou que disent-elles? En numéro 1, et de loin, tout ce qui est procédure d'investissement. Donc comment est-ce qu'on crée, on obtient les autorisations de licence? Je pense que tout ce que fait le CRI, et d'autres, est sur la bonne voie et c'est vraiment ce qu'ils recommandent. 2, c'est ce que vous voyez, 17%, c'est tout ce qui est aujourd'hui par rapport aux ressources humaines et à la fiscalité. Ça, c'est normal, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, ce sont les deux autres à la droite, où elles disent 1, justice, on voudrait avoir accès à plus de services de la justice, et 2, avoir plus accès aux services d'aide publique. Donc RSU, casier judiciaire, en tout cas ce que disent les entreprises, c'est que c'est dans le même sens que les priorités qui semblent être les vôtres, mais en tout cas c'est dans un vrai éclairage sur que veulent ces entreprises. Et dernier élément intéressant de cette enquête,
et que lorsque nous leur demandons « Est-ce que vous auriez aujourd'hui une recommandation ?» Parce que nous voulons ici être aussi forts de propositions sur que recommanderiez-vous à l'État de faire pour pouvoir accélérer ce chantier. Là, les deux recommandations fortes qui ressortent sont gouvernance. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous de la visibilité sur qu'est-ce qui se passe. Ayons le courage de prendre des décisions. Et 2, impliquons plus le privé. Comment est-ce qu'on donne aussi plus la main au privé pour pouvoir aider à les mettre en œuvre. Donc voilà un peu ce que dit cette enquête. Donc je pense des recommandations assez fortes, et vous allez voir qu'elles vont être reprises dans les recommandations que l'on fait à la fin, mais en synthèse. Les entreprises marocaines aujourd'hui utilisent le digital, elles en ont besoin. Elles sont aujourd'hui pas satisfaites, elles veulent plus de services mieux faits. Elles recommandent particulièrement les services liés à l'investissement, la justice, accès aux aides publiques. Elles disent que si on les fait, le retour sur investissement pour l'État sera là, puisqu'il y a ce besoin, avec des recommandations précises. Et encore une fois, un grand merci à vous, membres et contributeurs de cette enquête, d'avoir participé, en tout cas, à donner ces recommandations au niveau de l'OSIM. Donc voilà en ce qui concerne l'enquête. Maintenant, si c'est OK pour vous, nous allons essayer de parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe ailleurs. Alors là encore, je tiens à cadrer ce que je vais dire. L'idée n'est pas du tout de seulement rêver ou de dire wow, les autres pays ont fait ou nous on est en retard, mais c'est plutôt de piquer quelques ingrédients de manière sélective de ce que certains pays ont fait et qui pourraient demain nous servir. Alors je vais commencer par le vôtre. Et monsieur, en écoutant ce qu'a fait Berkane, qui est absolument remarquable, je pense que Dubaï a dû vous copier, parce qu'ils ont beaucoup de choses assez similaires. Le premier truc par lequel ils ont commencé, c'est la clarté de la vision. Vous avez dit, je ne veux plus de papier entre administrations. Donc ce qui est remarquable au niveau de Dubaï, c'est 3 choses. 1, c'est porter au plus haut niveau. Ça veut dire que c'est l'émir qui donne cette vision. D'ici 2021, je ne veux plus voir de papier qui circule au niveau de l'administration. Fini. Donc il y a un cap qui est clair, il y a un cap qui est donné. Et ce cap, ce qui est remarquable pour l'avoir suivi de près, c'est que c'est suivi de manière mensuelle par l'émir lui-même. C'est-à-dire lui-même, il a les statistiques. Chaque administration, est-ce qu'elle y est ou elle n'y est pas? Pourquoi elle n'y est pas? Je convoque le responsable d'administration en question pour savoir ce qui se passe. Donc, qu'on le veuille ou non, la règle numéro 1, pour que ces choses-là avancent, c'est est-ce qu'au plus haut niveau, il y a un véritable engagement à ce que ça soit suivi? Le point numéro 2, qui est assez remarquable au niveau des Émirats, c'est leur notion de parcours. Tout à l'heure, Madame la ministre, vous avez parlé d'Edarati avec les 2500 procédures. Au niveau des Émirats, c'est la même chose, ils ont 2600. Sauf qu'eux ont décidé de dire non seulement on va le digitaliser, mais on les a regroupés en 70 parcours. Donc ce n'est pas 2500 services qu'on va prendre les uns après les autres, mais 70 parcours. Et on a regroupé 70 parcours comme étant le socle de la digitalisation de tout le pays. Donc comment est-ce qu'on les regroupe pour avoir une cohérence sur la même temps les transferts. Et troisième élément intéressant au niveau de Dubaï, c'est Smart Dubaï, si vous connaissez. Donc en fait, c'est une application, une seule, qui va regrouper tous les services publics proposés. Donc le fait de créer une centralisation de services a créé un usage très fort, mais avec la gouvernance qui va avec. Donc on le sait, et soyons honnêtes, ce n'est pas facile de digitaliser un service, et encore moins lorsqu'il touche plusieurs administrations. Donc le maître mot, c'est qui derrière prend les décisions. Qui derrière, désolé pour le terme, va mettre du poing sur la table pour dire non, je veux que ça se fasse comme ça. Donc s'il n'y a pas cette personne ou cette institution qui va coordonner, ça ne se fait pas. Et ça, Dubaï l'a très bien compris, et c'est souvent ce qui va expliquer le succès au-delà de leurs moyens financiers. Donc clarté de la vision, une approche qui va être plutôt intégrée en termes de parcours, et une coordination avec des prises de décision pour pouvoir faire cette synchronisation. Alors, l'autre élément, comme quoi on ne va pas simplement s'inspirer de pays très riches ou pays très développés, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Rwanda. Le Rwanda a un des meilleurs services publics digitaux et franchement qui n'a rien à envier aux pays les plus avancés. Encore une fois, derrière, il y a un président qui avait cette volonté de le faire. Là, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est sur l'approche. Eux, ils étaient en mode... On sait qu'on ne pourra pas tout digitaliser. Donc, on va créer un guichet unique qui s'appelle Irembo, où les citoyens
vont venir tout faire. Et dans un premier temps, ils ont accepté à ce que ça soit une interface et du back-end qui n'est pas digitalisé. Donc le citoyen vient, il a un seul point. Après, l'administration se débrouille entre elles, se coordonne entre elles pour pouvoir répondre aux citoyens. Donc les premiers mois ou années étaient difficiles, mais 5 ou 6 ans après le lancement de RMBO, aujourd'hui, ils sont partis du front et ils ont digitalisé le bac. Et les résultats aujourd'hui sont assez remarquables. Preuve que, même en Afrique, même avec des moyens limités, une transfo digitale est possible pour les services publics. Troisième élément aussi assez remarquable, sur lequel j'ai particulièrement personnellement travaillé, c'est le cas de l'Égypte. Et là, une de leurs approches a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire du privé un des vrais acteurs de la transformation digitale de l'administration? Donc ils ont créé en 2007-2008 une start-up qui aujourd'hui est une licorne, à valoriser à plus de 2 milliards d'euros aujourd'hui, qui s'appelle eFinance. Donc cette start-up publique, exactement comme votre exemple, monsieur, tout à l'heure, c'est une start-up qui aujourd'hui va digitaliser secteur par secteur d'administration. Elle a fait tout ce qui est transactions financières, fait les taxes, elle fait maintenant la e-santé. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise privée va avoir une vraie capacité d'innovation, une vraie capacité aussi de recrutement, soyons honnêtes, que souvent l'administration ne va pas avoir, et une liberté d'action. Donc cette entreprise, aujourd'hui, elle est mandatée officiellement, c'est des banques et l'État qui actionnent cette entreprise, qu'elle est maintenant en bourse, mais elle a du coup les moyens et la force d'y arriver. Donc non seulement ça crée une vraie capacité d'innovation, mais aussi une vraie capacité de mise en œuvre derrière. Et c'est un modèle intéressant simplement pour nous dire, lorsqu'on a un problème, ce n'est pas forcément une fatalité. Il y a aujourd'hui d'autres modèles qui sont venus perturber le modèle existant pour le faire. Votre exemple du Startup Nation, moi je trouve qu'il est absolument incroyable pour Berkane, et c'est un peu ce que l'Égypte a essayé de reproduire ici. Je vais parler d'un dernier, qui est celui de l'Arabie Saoudite, et là je vais me permettre aussi de rêver un peu. Donc ce qui est remarquable pour l'Arabie Saoudite, c'est comment est-ce qu'ils ont pris l'importance de la donnée, et voilà quelle était leur stratégie. Donc ils ont créé Sadaya, qui est une institution spécifique pour la partie donnée, mais ils ont eu de manière volontaire une approche où ils rentrent dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont structuré 12 secteurs où ils pensent que la data peut avoir dans ce secteur-là un vrai impact. Ce sont des secteurs proches de l'économie saoudienne. Et donc, où est-ce qu'ils ont défini le rôle de l'État au final ? C'est à créer l'écosystème autour de ces secteurs-là. Vous allez me dire, mais État, data, quel est le rôle ? Mais en fait, le rôle de l'État au final est de s'assurer que tous les ingrédients sont là pour que la data transforme le secteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des clusters où ils ont mis la régulation spécifique pour le secteur en question, qui protège le transfert de données. Ils ont construit des infrastructures de data centers pour que ces entreprises puissent pouvoir stocker leurs données dedans. Et ils ont attiré universités, acteurs publics et acteurs internationaux. Donc tout le monde a commencé à investir dans ces clusters industriels autour de la data, avec la bonne réglementation. Je pense que c'était assez original. Du coup, il y a 2 éléments intéressants qu'ils ont fait. 1, ils ont choisi leur bataille, 12 secteurs. 2, ils se sont dit, je vais créer la notion de cluster autour, où le rôle de l'État est de ramener tous les acteurs autour de cet écosystème. Et s'il faut que j'investisse un petit peu, je le ferai. Mais je ramène tout le monde autour et je donne la visibilité sur ces éléments-là. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train d'exploser. Moi, c'est un pari personnel que je fais avec vous. Dans 5-10 ans, elle va dépasser Dubaï pas seulement par les moyens qu'ils ont, mais par le niveau d'ambition qu'ils sont en train de se donner à ce niveau-là. Et dernier sujet, je m'arrêterai là, c'est tout ce qui est IA générative. Et là, pareil, l'Arabie Saoudite prend ça très à cœur. Et je vous donne un petit peu à quoi ça pourrait ressembler, y compris pour le Maroc demain. Donc, l'Arabie Saoudite a créé un data lake pour toute l'administration. Donc, toutes les données d'administration, toutes, tombent maintenant dans un seul et même endroit. Donc, je vous laisse imaginer toute la richesse qu'on peut en faire. Donc, toute l'administration, c'est un seul et même endroit, tout y est. Et avec ça, avec l'IA générative, voilà à quoi ça va ressembler dans quelques mois, quelques années. L'administration ou le citoyen dit « Tiens, j'ai besoin de ce papier, que dois-je faire ?» L'IA générative lui dit « Voilà exactement la procédure de manière réglementaire qu'il faut faire, papier après papier. Voici l'endroit où il faut le demander, qui est le plus proche de l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. » L'IA générative lui dit « Tiens, ton passeport expire dans 3 mois, tu dois le renouveler. » Donc je te le dis de manière proactive. Voici toutes les pièces qu'il faut. Voilà où est-ce qu'il faut t'adresser et ce qu'il faut faire.
et voire même je peux faire ces tâches à ta place en cliquant sur oui. Donc l'IA aujourd'hui générative est en train de créer un tel espace d'innovation, y compris sur la capacité à délivrer du service public, qui n'a jamais été égalé par ailleurs. Et ça, je pense que pour le Maroc, c'est une énorme opportunité pour les années prochaines, Inch'Allah. Désolé, j'ai beaucoup parlé, mais en quelques mots, j'ai synthétisé les grandes tendances dont on pourra s'inspirer. Merci encore.